Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui dans l'émission À lire, à voir. Ensuite, ça sera Indécis sur City Hall, le jeu, vous savez, le manga français. Eh bien, ils ont sorti un jeu de rôle et ensuite on aura Auto, mais on commence avec les news. Le 21 janvier dernier, au cours d'une conférence intitulée Windows 10 The Next Chapter, Microsoft a présenté les fonctionnalités de son prochain système d'exploitation. Nous n'aurons pas le temps de toutes les passer en revue, mais voici un petit récapitulatif de l'événement. Conçu pour faire face aux nouvelles habitudes des consommateurs, le futur Windows sera uniformisé sur toutes les plateformes. Que l'on utilise le système sur smartphone, télévision, tablette ou PC, l'expérience sera donc la même. Il sera possible de basculer d'un support à un autre de façon transparente. Autre information plus mineure cette fois-ci, le retour du menu démarrer. Pour rappel, le choix de Microsoft d'enlever cette fonctionnalité emblématique avait été fortement décrié par les consommateurs. On imagine que l'entreprise a aussi développé Windows 10 dans l'optique de faire oublier les erreurs commises avec son prédécesseur. En conséquence, Microsoft fait machine arrière, restaure le fameux menu et abandonne le principe de double interface. À la place, il n'y aura qu'un seul et unique bureau dont l'agencement est à mi-chemin entre celui de Windows 7 et celui de Windows 8. Le système d'exploitation sera proposé gratuitement aux utilisateurs des deux derniers Windows pendant un an. Côté jeux vidéo, deux informations sont à retenir. La première, particulièrement intéressante, concerne la possibilité de streamer ses jeux de Xbox One via la nouvelle application dédiée aux jeux. Par exemple, si vous possédez une Xbox One, vous pourrez exploiter la puissance de la console en jouant sur une tablette Surface ou sur n'importe quel autre appareil tournant sur Windows 10. À noter que cette fonction n'est possible qu'en réseau local. Deuxième information, l'arrivée du crossplay entre PC et Xbox One. Grâce à l'application Xbox sur Windows, les joueurs pourront chatter, partager leurs derniers exploits, mais aussi sur certains jeux, affronter des personnes jouant sur PC s'ils sont sur Xbox et vice-versa. Enfin, Microsoft a présenté sa toute dernière invention, l'HoloLens. Un casque qui permet l'affichage d'hologrammes en réalité augmentée. L'HoloLens détecte aussi les mouvements de l'utilisateur, ce qui offre des possibilités d'interaction avec l'environnement quasi infinies. On a hâte de voir comment ce concept sera exploité dans les jeux vidéo, mais aussi ailleurs. Pour le moment, aucune date de commercialisation n'a été indiquée. On vous laisse donc sur ces quelques images en provenance du futur. Soutenu et financé par une communauté de 80 000 passionnés d'automobile, Project Cars est la nouvelle simulation de course de Slightly Mad, un studio londonien que l'on a déjà vu à l'œuvre sur des licences telles que Test Drive et Need for Speed. En gestation depuis 2011, cet ambitieux projet a été développé dans le but de procurer aux joueurs des sensations de conduite jusqu'ici inégalées. Ces graphismes sont époustouflants. Slightly Mad Studios espère d'ailleurs atteindre les fameuses 60 images par seconde sur Xbox One. Et afin de coller de plus près à la réalité, l'inertie des véhicules, cartes, prototypes et voitures de sport a été supervisée par des pilotes professionnels. Voici donc un titre qui pourrait bien faire de l'ombre à un certain Gran Turismo. S'il n'est pas de nouveau repoussé, Project Cars devrait entrer en course dans le courant de l'année. Vous n'avez sûrement pas regardé France 3 pendant les fêtes. Qui regarde France 3 habituellement? Qui regarde France 3 pendant les fêtes? Moi. Parce que je dessine et que je me dis, tiens, je suis un peu chafouin actuellement dans mon caractère, qu'est-ce que je pourrais regarder? Tiens, il y a Don Camillo qui passe. Alors oui, on dit pas Don Camillo, on dit Don Camillo normalement, voilà. Et sur France 3, tous les jours à 14 h, un film de Don Camillo. Allez, je regarde. Et j'ai redécouvert des choses. Par exemple, j'ai découvert que c'était politiquement très anticommuniste quand même. Et ce qu'enfant, je l'avais pas vu. Je l'avais pas bien vu à l'époque. Donc, Fernandel, comme vous le savez, est Don Camillo dans le film. Mais il faut savoir que ce film commence par une voix off qui dit « Bienvenue dans un petit village d'Italie ». Parce que c'est pas un film français, Don Camillo. C'est un film italien. Et quand on voit Fernandel arriver, Fernandel il fait « Oh, comment ça va, Pépone ?» Et là, Pépone lui répond « Bonne mère, Don Camillo !» Et en fait, les doubleurs français se sont dit « Ah ouais, mais attends, Fernandel il est marseillais. Donc c'est quand même... tout le monde sait qu'il fait dans des films marseillais, donc on n'a qu'à doubler tous les personnages italiens en marseillais. » Une autre époque. On remarque que ça fait pas si longtemps que quand on double des gens qui ont des nationalités genre chinoises ou japonaises, on les double de manière un petit peu dégueulasse. Ça existe encore aujourd'hui. On regarde À lire, à voir. Dans une école primaire banale, Shoya vit une enfance insouciante. Devant le manque de distractions offertes dans la petite ville où il vit, il multiplie les bêtises sans conséquence avec ses camarades.
Sa classe accueille un jour la petite Choco. Sourde de naissance, elle suscite aussitôt la curiosité de tous. Si certains sont bienveillants avec elle, Shoya ne cesse de la tourmenter. Le vent tourne quand tous apprennent que les prothèses auditives de la petite fille ont été cassées à plusieurs reprises et que la facture s'alourdit. C'est au tour de Shoya de vivre un enfer. Il subit des brimades, se fait voler ses affaires à l'école, ses anciens amis lui tournent le dos. Il s'enferme dans la colère avant de finalement changer radicalement d'attitude. Il cherche alors à se rapprocher de Choco. Ki-hoon crée encore la différence en éditant un titre qui sort des sentiers battus, même si le thème de la surdité n'est pas inédit en manga. Il avait déjà été abordé, on se souvient, dans l'Orchestre des Doigts, sous un angle bien différent, émaillé de références historiques. A Silent Voice, quant à lui, est un shonen en 7 volumes, édité entre 2011 et 2013 dans le Weekly Shonen Magazine. En 2008, la série a été élue meilleur manga débutant par la même parution. En effet, c'est le premier titre de la mangaka Ohima Yoshitoki et ce premier volume est prometteur. La mangaka n'hésite pas à montrer la méchanceté mais aussi la versatilité dont peuvent faire preuve les enfants entre eux. Elle sait aussi très bien montrer les différentes émotions de ses personnages. Shoya et Choco sont attachants et l'on a hâte de savoir comment leur relation va évoluer. La série n'a laissé personne indifférent et une adaptation en animé a même été annoncée récemment. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais donc Camilo est avant tout un héros d'une nouvelle humoristique et très politisée de l'écrivain, journaliste, dessinateur Giovannino Guerci. Voilà. Et comme vous le savez, donc Camilo représente l'Église. Hein, voilà. Plus le côté, la droite, on va dire. Et le maire Pépone représente le communisme. Et on ressent très rapidement que l'auteur est plus du côté de l'Église que des communistes. Hein, parce que souvent ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils mentent, enfin voilà. Lorsque on a décidé de faire le film, donc Camilo, l'auteur du livre et des nouvelles a dit « Moi, je veux jouer Pépone !» Et normalement, à la base, il devait jouer Pépone, et le mec qui joue Pépone dans les Don Camilo que vous connaissez, devait jouer Don Camilo. Sauf que le réa s'est vite rendu compte que l'auteur, il était auteur, mais qu'il n'était pas forcément comédien. Et donc il lui a fait « Oui, alors, parce que ça serait quand même... Peut-être, on pourrait tester peut-être d'autres gens dans le rôle de... Peut-être !» Et au bout d'un moment, il a réussi à l'écarter du film. On regarde un des 6 sur City Hall, le jeu. Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'émission d'aujourd'hui, à savoir le jeu de rôle adapté de la bande dessinée City Hall, l'équipe de 1D6 souhaitait prendre quelques instants pour rendre hommage aux victimes des attentats de ces dernières semaines à Charlie Hebdo et à Porte de Vincennes. Mais parce que nous sommes une émission de jeu de rôle, nous souhaitions en particulier honorer la mémoire de T-News. De son vrai nom Bernard Verlac, T-News n'était pas seulement un formidable caricaturiste, c'était aussi une légende dans le monde du jeu de rôle. On lui doit en effet de nombreuses illustrations et couvertures pour le magazine Casus Belli, ainsi que pour le jeu de rôle de science-fiction Méga, paru en 1984. Mais ce sont surtout ses illustrations pour le jeu Rêve de Dragon qui ont su transporter les lecteurs et les joueurs dans ce monde médiéval fantastique et merveilleux. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Le thème du jeu dont nous allons parler aujourd'hui, City Hall, le jeu d'aventure, est dans l'air du temps, car il y est justement question du pouvoir de l'écrit et du papier. City Hall est une bande dessinée scénarisée par Rémi Guérin et dessinée par Guillaume Lapère, publiée depuis 2012 aux éditions Ankama. Adoptant les codes graphiques du manga, City Hall évoque tour à tour Read or Die, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ou la série de romans de Kim Newman, Anno Dracula. Le monde de City Hall est une réalité alternative tendance steampunk où coexistent personnages historiques et personnages issus de la littérature. C'est au cours du XVIIe siècle que les pouvoirs de l'écriture changèrent de nature. Soudain, les écrivains, jusqu'alors simples scribes besogneux, se réveillèrent magiciens du langage, invocateurs prodigieux, quasi démiurges. Ce qu'ils couchaient sur la page prenait vie, c'était terrible, c'était miraculeux. Les créatures, que l'on allait bientôt appeler paper cuts, voire coupures de papier selon les préconisations de l'Académie française, ouvraient d'innombrables perspectives pour l'avenir. Dans de nombreux cas, les gouvernements en place, auxquels appartenaient les élites culturelles, en profitèrent pour affirmer leur autorité sur le peuple ignorant. Dans d'autres coins du monde, cela permit aux oppositions de destituer des tyrans trop cruels. Quoi qu'il en soit, les paper cuts furent d'abord accueillis comme une bénédiction et permirent à l'humanité d'entrer dans une ère de progrès technologique sans précédent. Il suffisait d'un peu d'imagination et de talent pour les doter de capacités extraordinaires. Infatigables, dociles, presque immortels, ils pouvaient effectuer des tâches plus ardues que n'en pouvaient accomplir des milliers d'esclaves.
Mais évidemment, chaque médaille a un revers. Beaucoup de gens s'improvisaient écrivains et, ne possédant qu'à peine les talents requis, créaient des entités qu'ils parvenaient mal à maîtriser. De plus, des auteurs doués, toujours plus nombreux, sombrant peu à peu dans la mégalomanie, perdaient le sens commun. Après tout, n'étaient-ils pas des demi-dieux ? Bientôt, ce furent des pays entiers qui se laissèrent consumer par la folie des grandeurs. Fin de domination, rêve d'empire sans bornes. Comme une inexorable traînée de poudre, le monde entier s'enflamma. Alors que la Terre était dévastée par les combats titanesques que se livraient des créatures nées de quelques lignes tracées sur un papier, certains décidèrent de détruire le mal à la racine. Ainsi s'organisèrent la traque et l'exécution de tous les écrivains, sans exception. Les gouvernements qu'ils avaient combattus, ou bien qu'ils avaient servi avec loyauté, les pourchassèrent sans relâche. Il fallait arracher le mal à la racine. On détruisit le papier par rames entières. Dans les plus grandes villes, comme au temps des chasses aux sorcières, la fumée des bûchers s'éleva haut dans le ciel. Le traumatisme de la guerre était tel que non seulement on avait banni le papier, mais aussi on chercha par tous les moyens à propager l'illettrisme. Si tout le monde oubliait tout, l'histoire, les faits, la culture, jusqu'à l'acte même d'écrire, on serait en sécurité, affirmait-on. Personne ne se dit que peut-être se souvenir des erreurs aurait pu aider à en éviter d'autres. Nous sommes désormais en 1850. La destruction massive des stocks de papier et le bannissement de l'écriture ont permis d'installer durablement la paix dans le monde. Cependant, toute menace n'a pas été éradiquée. Car s'il y a bien deux choses qui fascinent l'homme, ce sont l'interdit et le pouvoir. Dans l'ombre des écrivains, on continuait à perpétuer l'art de créer des paper cuts, un savoir qui menacerait l'équilibre mondial s'il venait à tomber dans de mauvaises mains. Les joueurs sont des agents de l'organisation Nostromo, au service de la couronne britannique. Brigade d'élite, vouée à la lutte contre les paper cuts et à la protection de la famille royale, elle connut sa première heure de gloire lorsque la chasse aux écrivains fut déclarée. Anticiper les attaques, débusquer les ennemis, pourfendre les écrivains, tel était son credo. Pendant longtemps, Nostromo n'employait pas d'écrivains, mais suite à la tentative d'attentat contre la reine Victoria perpétrée par Edgar Poe en 1849, les autorités ont décidé de combattre le feu par le feu, ou plutôt la plume par la plume. Les écrivains appréhendés se voyaient offrir le choix entre la potence ou rejoindre les rangs de l'organisation. Les agents de Nostromo, garants du secret de l'écriture, œuvrent sur de nombreux tableaux et sont tout à la fois enquêteurs, combattants et espions. Leur mission est de traquer les paper cuts et d'appréhender les écrivains renégats. On appelle renégat tout écrivain non enregistré auprès des services administratifs de Nostromo et généralement tout écrivain n'ayant pas encore rejoint les rangs de l'organisation. De même, suite au retour du papier dans les rues de Londres, Nostromo assure la destruction des stocks découverts. Bien souvent, les paper cuts sont redoutables, mais le plus difficile reste encore de mettre la main sur celui qui leur a donné vie. Les personnages sont définis par 4 traits: vigueur, mouvement, esprit et charisme. Toutes sortes de compétences, mais aussi un tempérament. City Hall, le jeu d'aventure, utilise un système de jeu basé sur des dés à 6 faces. Pour effectuer une action, le joueur va prendre le nombre de dés correspondant au score de la compétence utilisée, les lancer, puis en compter les succès, c'est-à-dire tout dé dont le résultat est inférieur ou égal au niveau du trait concerné. La subtilité du système est que chaque compétence peut être utilisée en tandem avec chacun des traits, selon l'action que l'on souhaite réaliser. Par exemple, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, la compétence délit sera utilisée en tandem avec le trait charisme. Tandis que pour réaliser une contrefaçon, ce sera plutôt l'esprit qui sera sollicité. Le joueur et le MJ devront donc se mettre d'accord sur le tandem le plus approprié. Et puis il y a évidemment la question des paper cuts, qu'ils soient créés par les agents de Nostromo ou leurs ennemis. C'est un sujet un peu trop complexe pour être abordé dans cette émission, mais c'est évidemment l'un des aspects les plus originaux de City Hall. S'ils possèdent une puissance hors du commun, ils peuvent également échapper au contrôle de leur écrivain. C'est donc une arme à double tranchant. Ce qui fait vraiment plaisir avec City Hall, le jeu d'aventure, c'est qu'il ne s'agit pas d'un produit dérivé au rabais. C'est un vrai jeu de rôle, très complet, avec un univers steampunk très riche, où il est possible de raconter toutes sortes d'histoires. L'auteur du jeu, Laurent de Vernay, a participé à des jeux comme Shin, Humandyne, Kuro, Brain Soda ou encore la Brigade Chimérique. Bref, un écrivain expérimenté qui ne pouvait que finir recruté par Nostromo. Saluons également la qualité du livre, qui fait bon usage des illustrations de Guillaume Lapeyre au sein d'une mise en page sobre et élégante. S'il s'adresse en premier lieu aux fans de la BD, City Hall, le jeu d'aventure, a sa place sur l'étagère de tout rôliste. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. On a au casting un Don Camillo et on n'a pas de Pépone, d'accord ? Vu que l'auteur a été écarté du projet.
Donc, on recherche un Pepone. Mais là, le réalisateur se dit, et si on cherchait plutôt un nouveau Don Camillo? Donc, le mec qui devait jouer Don Camillo devient Pepone, et on demande à Fernandel de jouer le rôle de Don Camillo. Et Fernandel refuse. Il veut pas. Parce qu'il se dit, si je joue là-dedans, tous les gens ils vont me voir, ils vont être persuadés que je serai prêtre, je vais avoir que des rôles de prêtre, je veux pas. Mais il ose pas dire non, donc du coup, il demande une somme indécente, il fait non, je voudrais ça comme cachet. Et il se dit, je suis tranquille. Et là, la production fait, ok, d'accord. Et là, Fernandel fait, bon bah, ok, je vais jouer Don Camillo. Alors, attendez, où j'en suis? Oui, il y a eu 5 films de Don Camillo, d'accord? Sauf que, on ne diffuse jamais, d'ailleurs François ne l'a pas diffusé, le 6e film de Don Camillo, qui est un film tourné en 1970, Don Camillo et les contestataires. Juste après mai 68, il y a des mecs avec des cheveux longs, des blousons, ils sont méchants, ils ont des motos. Et en fait, Fernandel a commencé à tourner le film, et Fernandel était atteint du cancer, et donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout du film. C'est fait que il a été retiré du projet, bien sûr. Il est décédé même. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Puis après, la prod a dit, allez, on y retourne. Et là, Pepone a fait, mais non, moi je joue pas avec un autre mec que Fernandel. Donc, il est parti du projet. L'acteur qui jouait Pepone part du projet. Le réalisateur dit, je ne fais pas un nouveau Don Camillo sans Fernandel. Il s'en va du projet. Du coup, les mecs prennent un nouveau réa, des nouveaux comédiens, et ils font Don Camillo et les contestataires que personne n'a vu. Voilà, vous pouvez le trouver sur l'internet. Je l'ai vu sur certaines plateformes de vidéos complètement... ça doit être illégal, mais on peut le voir facilement. Enfin, peut-être pas en entier, vous n'êtes pas obligé, voilà. Il y a des images qui s'affichent, vous voyez, ça ressemble pas. Voilà. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a eu un reboot de Don Camillo par Terence Hill en 1983. On va pas plus en parler que ça. On regarde Otto. ちょっとだけでいい感じて what I feel 連れて行くから非日常までレコー音に揺られて flow 出かけよう time to ride さあ eye to eye 共有する時間とこの瞬間を keep to life Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Ce soir, comme tous les jeudis, on va passer un petit moment en musique, car vous êtes tous curieux de connaître les nouveautés de la semaine. On aura du rock, de la pop, du visu et même un peu de hip-hop. Mais on va commencer l'émission avec les sorties CD, et quoi de mieux pour débuter qu'une petite piqûre de rappel. N'oubliez pas que l'album Hello World de Scandal est sorti il y a quelques jours en Europe. Vous pouvez le commander sur différents sites, mais il semblerait que ça passe particulièrement vite si vous le faites depuis le site du label anglais. Plus que quelques jours pour que sorte le vinyle de Tokyo Kalankolon. Si vous préférez les albums en dématérialisé, vous pouvez aussi vous le procurer sous ce format, mais si vous prenez le vinyle, vous avez aussi accès à la version des maths. Si c'est pas super ça, j'espère que d'autres groupes signés chez Avex suivront le même chemin. Même chose pour Charisma.com, leur vinyle sort le 1er février, et tout comme la version CD au Japon, on retrouve bien les 10 titres de High High Syndrome. Comme c'est un vinyle, 5 pistes sur la face A et 5 autres pistes sur la face B. Tsukekyo sortira son mini-album en Europe le 4 février. Pour l'instant, il ne devrait s'agir que d'une version numérique. Mais vous devrez y retrouver les 9 pistes dont il est composé. Il s'agit du premier mini-album de ce groupe composé de Kyo de Dirangray, Takumi et Mika de Rentrée en Soi, Uta de Nine Gods Blackout et Yuchi de Cannibalisme. Décidément, cet album de Dirangray met du temps à sortir en Europe. La date a de nouveau été repoussée à début février, en espérant que cette fois-ci soit la bonne. Sinon, comme d'habitude, c'est déjà dispo en téléchargement légal. Et maintenant, on va enfin découvrir quels clips vont rejoindre l'antenne ce week-end. On commence avec le groupe Asian Kung Fu Generation et on repart assez loin avec eux, plus de 10 ans en arrière pour le clip qui imite Yuhana. En tout cas, ce titre n'a rien perdu en puissance et je pense que vous saurez l'apprécier. Une nouvelle artiste arrive sur l'antenne, la jeune Kotone Mai, et pour son premier clip sur No Life, elle interprète Parade Illusion sous le nom de Mania with Shuffle Sisters, où elle est accompagnée de 3 membres des Diana Suite. Et le tie-up de cette chanson, c'est l'animé Kaito Joker, dont Parade Illusion est le ending. Le clip est d'ailleurs de la même durée que le générique, donc 1 minute 30. Une autre short version, c'est celle de Lisa avec Elmira Nick, où elle se la joue super sexy en magicienne qui a le goût du risque. Un titre qui tranche radicalement avec Bright Flight qui vient du même single. Il existe d'ailleurs un clip réunissant ces 2 titres, et si vous êtes sage, vous pourrez le voir sur No Life aussi. On reste dans le rock, mais cette fois, c'est la guitare qui est reine. Avec le duo fraternel Talo Njiro, ça va décoiffer dans leur clip Pelolela l'Evolution. On fait la fête dans les wagons de train.
Avec Kirinji, vous allez vivre une course-poursuite dans leur clip Shinsui Shiki, un homme coupable de fraude au mariage, poursuivi par des flics. Bien sûr, ça va se taper, mais vous verrez, on dirait bien que tout est bien qui finit bien. Avec Why-Jam, on ne peut pas en dire autant. Usotsuki avait fait le buzz il y a quelques temps car il avait su toucher le cœur des gens. Mais l'histoire reste triste, savoir qu'on va perdre un être cher n'est jamais simple. Il faut aller de l'avant et regarder l'avenir avec le sourire. On accueille cette semaine Moriyama Naotaro avec son clip Wakamonotachi. J'aurais préféré que ce soit avec son tube Sakura, mais on va déjà s'estimer heureux de pouvoir profiter de cet artiste folk. C'est aussi l'arrivée de Nakada Yuji avec son clip Usubeni. Il est chanteur et musicien, il nous vient de Kumamoto. Vous verrez qu'il a un univers qui lui est propre, c'est très tranquille. On passe au groupe de rock Acid Man qu'on salue bien fort avec leur clip Everlight. Beaucoup de nouvelles têtes cette semaine et c'est un vrai plaisir. Et enfin le clip Distance de Ganglion. Et oui, ce groupe de visual kei féminin va bientôt débuter sa tournée européenne et la promotion commence avec l'arrivée de leur dernier clip en date sur No Life. D'ailleurs en fait je pensais que leur nom venait du mot gang et lion en anglais, mais alors pas du tout. Ça fait effectivement référence au ganglion. Le nom du groupe a pour sens en fait ce qui est au cœur de quelque chose qui peut donner naissance à autre chose. Car c'est effectivement ce dont est capable un ganglion, on a tendance à l'oublier. J'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. La semaine prochaine, on vous donnera les dates de leur tournée, mais je peux déjà vous dire qu'elles seront en concert à Montpellier au Secret Place. Pensez à voter pour le staff, je vous fais des gros bisous, à la semaine prochaine, bye bye. Voilà, ce 101% est terminé. J'espère que vous aimez les gens qui ont des goûts pour le cinéma du passé. Voilà, parce que moi, des fois, j'aime bien regarder des trucs un peu passés. Mais c'est drôle, hein, franchement, les deux premiers Don Camillo sont bien. Après, on va dire qu'ils tirent un peu sur la corde. Et le 6e, vous n'êtes pas obligé de le voir. Voilà, je suis en dédicace au Festival de la BD d'Angoulême, jeudi, vendredi, samedi et dimanche sur le stand Delcourt. À bientôt.